Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polygone. Aujourd'hui, émission consacrée à l'Ukraine. Il y a maintenant 3 ans, le 24 février 2022, les chars de l'armée russe pénétraient sur le territoire ukrainien. Menacés par les bombes, des millions d'habitants sont partis trouver refuge à l'étranger. Où en est la situation sur le terrain? Comment les réfugiés ukrainiens s'intègrent-ils en Moselle? Et quelles perspectives pour la paix? Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Yulia Shpataza, réfugiée ukrainienne à Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Violetta Moskalu, présidente de l'association Échange Lorraine-Ukraine. Dominique Drouard, vice-président de l'association franco-germano-ukrainienne. Et il y a aussi 2 autres réfugiés ukrainiens, Natalia Denisova et Arthur Serguev, qui nous rejoindront plus tard. Et enfin, Camille, qui est là pour nous apporter un éclairage journalistique. Bonjour à tous. Merci à tous de participer à cette émission. Yulia et Violetta, vous qui êtes ukrainiennes, est-ce que vous êtes toujours en contact régulier avec des proches restés au pays ? Bonsoir, je suis franco-ukrainienne, je suis maintenant en France depuis plus de 25 ans, donc plus en France qu'en Ukraine, mais effectivement nous sommes connectés 24/7 à travers les réseaux sociaux, avec nos proches, la famille, les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas un Ukrainien en Ukraine ou dans la diaspora qui n'aurait perdu des proches, qui n'aurait pas perdu. Je connais des gens qui sont décédés au front de mon village natal, de Kiev, des gens qui étaient dans le milieu artistique ou universitaire, des étudiants qui n'ont jamais reçu leur diplôme, ils ont passé les examens, ils se sont retrouvés après sur le front. Et on a entre autres une exposition en ce moment qui tourne ici à Moselle, les diplômes non reçus. Donc c'est vraiment un drame très fort pour les Ukrainiens et au-delà, effectivement, pour les Français, pour les Européens, pour tous ceux qui suivent de près et qui ont du mal à comprendre qu'au XXIe siècle, on puisse encore voir une telle barbarie tout proche de chez nous, en fait. On va y revenir très largement dans cette émission. Et vous, Yulia, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes aussi toujours en contact avec des proches restés au pays? Oui, toujours, presque chaque jour. J'appelais à ma mère pour demander comment elle va. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les proches qui sont restés au pays? Ah non. Vous n'avez pas compris? Non, je n'ai pas compris. On parle juste comment ça se passe, c'est tranquille ou pas tranquille. Mes parents habitent au village. Au village, pour le moment, c'est calme. Mais j'habite à côté de Sumy. Sumy, c'est à côté de la frontière avec la Russie. C'est presque, je ne sais pas, 50 km peut-être. Mais aux villes, à Sumy, c'est chaque jour les drones qui sont venus et qui tombent des missiles. Qui lancent des missiles et des bombes, en fait, qui explosent. Chaque jour, très souvent. Si vous le voulez bien, on va d'abord s'intéresser à la situation internationale. 3 ans après le début du conflit, l'issue semble toujours incertaine. Les combats se poursuivent sur le terrain, tandis que depuis dimanche dernier, Washington et Moscou ont entamé des négociations en Arabie Saoudite pour parvenir à un cessez-le-feu total. Mardi 18 mars, lors d'un appel entre les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine, une trêve de 30 jours en Ukraine a été évoquée. Le président russe exige tout simplement la fin de l'aide militaire occidentale. En attendant, le Kremlin s'est engagé à ne plus frapper les infrastructures énergétiques durant 30 jours. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les conditions imposées par la Russie montrent, je cite, qu'elle n'est pas prête à mettre fin à la guerre. Alors Camille, on va parler de cette situation avec toi plus en détail. Quelle est la situation sur la ligne de front au moment où l'on enregistre cette émission ? Eh bien, Tristan, pour y voir plus clair, regardons ensemble cette carte du ministère des Armées publiée le 16 mars dernier. On y voit la ligne de front qui se situe actuellement à l'est de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, la Russie occupe 20% du territoire ukrainien. Les combats se concentrent essentiellement sur 4 régions ukrainiennes. La région de Louhansk au nord-est, la région de Donetsk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson juste au-dessus de la Crimée. Et même si les infrastructures énergétiques devraient être pour l'instant épargnées, selon la Russie, les bombardements se poursuivent actuellement dans tout le pays. Et quelle est la position des États-Unis dans ce conflit ?
Eh bien, depuis la réélection de Donald Trump comme président américain, président des États-Unis, la situation a beaucoup changé. Il a promis lors de sa campagne de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il souhaite normaliser les relations avec la Russie et il a mis récemment la pression sur l'Ukraine pour parvenir rapidement à un cessez-le-feu. Souvenez-vous, c'était le 28 février dernier, une violente altercation a eu lieu entre le président américain Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Suite à cette altercation, le président américain a ordonné la suspension de l'aide militaire américaine tant que l'Ukraine n'accepte pas de conclure un accord avec le Kremlin. Finalement, le président ukrainien a accepté de négocier avec la Russie en échange de l'aide américaine. Comment réagissent la France et l'Europe face à cette situation? Alors la France, la Grande-Bretagne et une trentaine de pays se sont dit prêts à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Ce contexte international incertain a également relancé les débats sur la défense européenne. Il y a de nouveau de ce côté-là, puisque début mars, la Commission européenne a présenté son nouveau plan de réarmement européen massif de 800 milliards d'euros, appelé We Arm Europe, dont 150 milliards d'euros sous forme de prêts. Ces fonds doivent permettre aux États membres de financer du matériel en commun, notamment pour l'achat de missiles, de drones ou encore pour l'achat de la défense antiaérienne et de systèmes anti-drones. À voir comment tout ça va se développer à l'avenir. Merci beaucoup Camille pour toutes tes explications. Revenons-en à cette altercation entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 28 février dans le bureau ovale. Quel est votre ressenti en découvrant ces images? Qu'est-ce que ça a été votre ressenti? Oui, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au début de la guerre, en fait, qui est une agression russe sur l'Ukraine. Elle a démarré en fait en 2014 et non pas en 2022 comme vous. Alors l'invasion russe a démarré. Tout à fait. Donc oui. en 2014 avec la Crimée. Avec la Crimée et si on regarde un tout petit peu en arrière, on voit très bien quelle est la volonté de Vladimir Poutine. C'est pas de négocier. C'est pas de. D'ailleurs, quand vous parlez de négociation, mais qui négocie? Ce sont deux pays qui se partagent un troisième pays, sans inviter et en manquant de respect. C'est scandaleux. Moi, j'étais en colère quand j'ai vu cette scène du bureau ovale où on a humilié ce représentant d'un peuple qui était là, et ce peuple qui est en train de mourir de la faute de l'agresseur et non pas de sa volonté, et on l'humilie comme ça en public pour en faire une émission télé qui a succès. Alors là, c'est quand même... Et si vous parlez maintenant des négociations, des pseudo-négociations qui ont lieu, sur quel point, je voudrais juste attirer votre attention, sur quel point Poutine est prêt à céder, entre guillemets, évidemment. Il céderait sur les infrastructures pétrolières et, vous avez peut-être omis de le dire, sur l'aspect maritime, plus d'attaque maritime. Mais en fait, ces deux poids-là, c'est là qu'ils sont en situation de faiblesse, parce que c'est là que l'Ukraine est très forte à attaquer effectivement les infrastructures pétrolières du côté russe, et dans la mer Noire, évidemment, la flotte russe n'existe plus. Donc voilà, alors c'est facile de donner comme ça, faire semblant de donner, et en fait on ne donne rien. Donc voilà, je voulais juste exprimer ma colère par rapport à cette manière de faire, où en fait deux tyrans se partagent le gâteau en disant toi tu auras les terres rares. On a bien compris votre position. Ouais. On va donner la parole aussi à notre... Effectivement, vous avez parlé de cet appel téléphonique le 18 mars entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais de facto on est en train d'assister à la mise en place d'un nouveau pacte des diables, entre guillemets, si vous me permettez cette métaphore, sachant que, comme vous dites tout à fait parfaitement, la Crimée a été annexée et ça a été acté dans la constitution russe le 18 mars donc en 2014, vraiment 11 ans de différence. Et si on remonte encore un petit peu dans l'histoire, qui parfois nous fait vraiment des surprises comme ça, il y a 85 ans, donc le 18 mars 1940, il y a eu une rencontre entre Adolf Hitler et Mussolini qui a mis la base du fait que quelques mois plus tard,
les alliés, l'Italie donc est devenue alliée et ils ont démarré de facto ce deuxième conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça craint effectivement ce qu'ils sont en train de pousser l'Ukraine vers une capitulation. Vous avez tout à fait raison quand vous dites que ce qu'il a négocié Poutine, c'est pas de cesser le feu total, mais c'est juste à éviter de bombarder les infrastructures. Ça les arrange plus eux que la partie ukrainienne aujourd'hui. Et donc on se demande jusqu'à où Donald Trump ira pour rester dans cette approche aveugle, pensant qu'il va pouvoir trouver une entente avec Vladimir Poutine. On se rappelle en 2022, Emmanuel Macron pensait aussi que le dialogue était possible et il lui a fallu beaucoup de temps pour ensuite se rendre compte qu'il n'y a pas de dialogue possible. Et ça, c'est vraiment super inquiétant et quelque part on se dit heureusement que Donald Trump n'était pas le président américain pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il aurait fait un pacte avec Hitler et l'histoire aurait été autre. On a bien entendu vos avis à chacun. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore évoqué plus en détail, c'est l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine qui a été demandé par Donald Trump au moment de son échange avec Vladimir Poutine, qui a été demandé par Vladimir Poutine au moment de son échange avec Donald Trump par téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette condition ? Poutine, il avance ses pions. Lui, il a le temps, il est là, il n'a pas fait de promesses. Son peuple zombifié le suit. Il arrive à mobiliser les soldats coréens pour ne pas faire une mobilisation totale en Russie. Et en fait, c'est Donald Trump qui a fait des promesses irréfléchies et qui va se retrouver coincé maintenant. Soit il reconnaît qu'il a eu tort face à ses électeurs parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir amener la paix. Il se voyait déjà un prix Nobel de la paix. Poutine, il le joue, hein. Donc on a l'impression que c'est le chat et la souris, et le chat, c'est du côté du Kremlin, en fait. Donc jusqu'à où Donald Trump pourra faire profil bas et tolérer et subir? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un retour de la flamme? On se demande. Peut-être juste pour enrichir un peu ce que vous venez de dire, la situation de guerre profite toujours aux dictateurs. C'est-à-dire que Poutine n'a aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Parce que tant qu'il y a la guerre, il peut imposer encore plus, opprimer son peuple, il peut justifier de l'économie de guerre, parce que leur économie est dans une situation désastreuse. Et c'est là qu'on joue à deux niveaux. Évidemment, les Russes sont... pas les Russes. Vladimir Poutine et ses acolytes sont prêts à tout pour écraser le peuple ukrainien. Et le peuple ukrainien, qui est un peuple qui vit en démocratie, les règles ne sont pas les mêmes. Justement, on tient compte de l'avis des gens. Les gens qui se disent à un moment donné ça fait 3 ans que je suis au front, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Du côté russe, il y a une Kalachnikov qui arrive derrière et qui règle le problème. Du côté ukrainien, on discute, c'est un pays démocratique encore. Mais quand même, pour remettre l'église au milieu du village, si vous me permettez, vous dites les Russes et puis pas les Russes. Attention, c'est quand même les Russes. La responsabilité appartient au peuple russe parce qu'il y a plusieurs centaines de soldats russes qui sont sur le front. Ce n'est pas plusieurs centaines de Vladimir Poutine dédoublés. Donc, ce n'est pas Poutine et ses proches au Kremlin qui sont sur le front. C'est plusieurs centaines de Russes. On a, nous, des films, même des documentaires avec des séquences téléphoniques qui sont captées, par exemple, quand on entend comment parlent ces soldats russes sur le front ukrainien avec leurs proches, leurs mamans ou leurs femmes, leurs amis, ça fait monter les cheveux sur la tête. Nous sommes horrifiés quand on entend, comme ils disent, cassez-les, violez-les. C'est d'une monstruosité juste inimaginable. Donc c'est les Russes. Et tant qu'on ne fera pas le Nuremberg, en fait, pour les crimes de poutinisme, parce qu'on ne l'a pas fait pour les crimes de stalinisme au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le mal qui n'a pas été puni qui revient. Vous estimez que le peuple russe a une responsabilité dans cette guerre en Ukraine ? Tout à fait. Et la diaspora russe aussi. Je me demande où sont les manifestations des Russes à Paris ou à Berlin ou ailleurs à l'étranger. Ils devraient être sur les grandes places tous les dimanches, exiger de Poutine rends le pouvoir, libère notre pays que tu as pris en otage, tu as tué Navalny, tu as tué Boris Yeltsin et tout ça. Mais ils ont peur. On me dit oui, non, mais ils ne peuvent pas manifester parce qu'on va terroriser leurs proches. Et nous, les Ukrainiens, on n'a pas peur. On
on n'a pas peur, les Ukrainiens qui sont sur le front, les familles qui perdent leurs proches, nous qui sommes exposés, qui sommes parfois aussi sur écoute, on nous envoie des espions aussi pour essayer d'infiltrer les organisations diasporiques et tout ça. Donc oui, il y a une responsabilité et elle est la responsabilité de la nation russe. Je suis d'accord avec vous, il n'y a jamais eu de Maïdan du côté à Moscou, de manifestation qui a permis justement cette entrée en démocratie de l'Ukraine. Maintenant, quand je dis... J'évitais de dire les Russes parce que, en fait, ce sont les Russes qui ont été conditionnés pour. Oui, voilà. Mais bon, après, il y a une co-responsabilité aussi, je pense, occidentale. C'est qu'encore une fois, on n'a pas puni les crimes de Goulag. Moi, j'ai tous mes grands-parents de tous les côtés qui ont souffert des déportations. Il y a eu des massacres. Ils ont détruit quand même pendant des décennies les 15 républiques qui étaient dans cette ancienne Union soviétique. Donc, on leur a donné le rôle de gagnant. On n'a pas fait ce procès de Nuremberg comme ça a été fait par rapport au nazisme. Et aujourd'hui, Staline est considéré comme un héros national en Russie. Et ça, on les a laissés faire à ce moment-là. Et après, aussi, le leadership européen, François Hollande, par exemple, Angela Merkel, depuis l'annexion de la Crimée, qui ont essayé quand même d'adoucir et tout ça, au lieu de montrer plus de fermeté, au lieu d'être un peu plus visionnaire, nous, on essaye de dire il faut s'armer, ils sont là avec le revanchisme, c'est l'impérialisme, c'est pas une question ukrainienne. Aujourd'hui, c'est une question européenne et occidentale. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que donc du coup votre pays, l'Ukraine et la Russie, vous aviez quand même une histoire commune parce que vous faisiez partie de l'URSS jusqu'en 1991. Est-ce que vous pensez que le lien d'amitié qui existait peut-être autrefois entre vos deux peuples, il est définitivement rompu? Le Poutine s'est tiré une balle dans le pied parce que surtout que les régions de l'est de l'Ukraine qui étaient à un moment donné les plus russophiles de par la proximité et tout ça, sont les régions qui ont été les plus détruites aujourd'hui. Et donc pour le président Zelensky, quand il est arrivé, lui, en 2019, il était de ceux qui disaient il faut qu'on arrive à... Il pensait aussi pouvoir dialoguer avec les Russes. Donc, on parlait de Donald Trump, d'Emmanuel Macron. Zelensky aussi pensait pendant des années. Jusqu'à la dernière nuit de l'invasion, il ne voulait pas y croire que les Russes étaient capables de ces atrocités. Alors, si vous voulez bien, on va donner aussi la parole à Yulia. Yulia, quelle est votre position? Je pense que vous avez un peu entendu ce qu'ont dit les différentes personnes autour de la table. Est-ce que vous y croyez à une trêve en Ukraine, voire à un arrêt du conflit dans les prochains mois? Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous pouvez encore répéter votre question? Перемир'я, що вони можуть зробити перемир'я, що може зупинитися війна? У мене немає відповіді на це питання. Comment c'est dire? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Alors, si vous voulez bien, on va continuer parce que l'heure tourne. Deux mots sur ce que vous dites, sur votre question, justement. Est-ce que les deux peuples, un jour, pourront vivre de nouveau en amitié? Si on regarde un peu l'histoire, il y a quand même eu ce conflit mondial de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, on est dans une région transfrontalière où ceux qu'on traitait comme des monstres de l'autre côté, et inversement, vivent ensemble, travaillent ensemble, et donc l'espoir, et je suis humaniste dans l'âme, donc je pense qu'il y a un espoir. Mais, vous avez raison, il faudra à Nuremberg. Et là, à la différence des guerres passées, c'est que l'Ukraine, étant un pays démocratique, tient aussi une comptabilité. Il y a des procureurs qui notent les faits, qui documentent les faits. Il y a le tribunal international de La Haye qui a condamné Poutine et qui continuera effectivement à chercher et à condamner les coupables. Et c'est là que le fait d'être une démocratie, ça nous donne une force supplémentaire par rapport à ces dictatures. Si vous permettez, ce côté de Nuremberg, il a été possible en Allemagne nazie parce que Berlin est tombé. Aujourd'hui, personne n'envisage d'aller jusqu'à Moscou pour faire tomber Moscou. Donc comment on va nettoyer mentalement plus de 100 millions de la population russe zombifiée par cette propagande qui ne date pas d'hier, que ça fait depuis 15-20 ans qu'on observe et qu'on écoute. Et quand on voulait alerter, notamment en France et en Europe, à l'Occident, on ne nous entendait pas. Mais nous, on voyait la haine qu'ils instillaient vraiment au quotidien contre l'Europe, contre l'Occident. Donc comment on va faire ce retour en arrière si Moscou ne tombe pas? Aujourd'hui, c'est une équation qui n'a pas de solution.
Au-delà des enjeux géopolitiques, ce conflit a aussi un impact humain important. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui. En France, en février 2023, près de 115 000 d'entre eux avaient trouvé refuge. Alors si certains n'ont été que de passage ici, eh bien d'autres ont reconstruit leur vie ici. C'est le cas d'une jeune femme, Maria Denisova. Elle a même ouvert son propre institut de beauté à Sarreguemines en octobre dernier. Camille Henriot, qui est avec nous sur ce plateau, est allé à sa rencontre. On va regarder ton reportage, Camille, et pendant ce temps-là, tu vas céder ta place à la mère de cette jeune femme. Je m'appelle Maria Denisova, je suis ukrainienne et ça fait 4 mois que j'ai ouvert mon institut de beauté au centre-ville de Sarreguemines. En ce avril-là, ce sera 3 ans que je suis là. Et pendant ces 3 ans, j'ai fait mes études. J'ai passé par le BTS technico-commercial et j'ai obtenu le diplôme cette année-là. Les études, c'était en lycée Henri Nominet. Et donc, j'ai rentré aux classes, oui, c'était en 2022, en septembre 2022. Et en 2024, en mai, j'ai passé mes examens. Oui, malheureusement, au début, je n'avais pu pas parler français, rien du tout. Mais la première année, c'était trop compliqué pour moi, mais grâce à mes profs, quelques profs, ils ont parlé anglais. Heureusement pour moi, donc ils m'ont expliqué les cours en anglais et bien sûr moi j'ai fait des efforts aussi, j'avais besoin de traduire les cours à la maison dans ma langue maternelle. Et oui, et la deuxième année c'était Dieu merci, c'était plus facile et j'ai réussi de passer mes examens. Alors, Maria, pour notre lycée, c'est une fierté. Une fierté, je veux dire, il faut un peu mesurer le chemin parcouru par cette étudiante qui nous vient d'Ukraine, évidemment, depuis 2 ans, qui effectivement ne savait pas parler français et qui a effectué des progrès fulgurants. Alors, donc, je parle un peu pour mes matières, donc j'enseigne l'économie, le droit, le management. Alors, dans l'acquisition de connaissances et de compétences, il y a un certain vocabulaire technique qu'il faut donc s'accaparer. Et de plus, je vous signale quand même qu'elle a obtenu son BTS avec brio, avec plus de 13/20 de moyenne générale, ce qui est quand même beaucoup mieux que certains de nos étudiants français, si je puis me permettre. Bref, j'en garderai un excellent souvenir. J'avais un prof de français, Madame Patricia Tamaniuk, bonjour. Elle m'a aidé aussi beaucoup pendant la préparation pour les examens. Elle m'a aidé beaucoup parce que j'avais besoin de faire l'écriture personnelle. En culture générale, expression, avec ça, j'avais des problèmes. Donc, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et oui, ça, c'est mon prof de français. J'ai presque refait ma vie. Et peut-être je vais rester parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, vraiment. Ce serait dommage si je vais arrêter comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon week-end. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'esthéticiens ukrainiens qui font des prestations et c'est pour ça que les gens, nos gens, ils choisissent nous. Parce que c'est nos gens, c'est plus facile de parler dans la même langue. Et donc oui, même juste pour voir mes gens, pour discuter comment la vie passe, comment la vie en France passe, comment la vie en Ukraine passe, ça c'est bien. À la base en Ukraine, quand on est parti en avril 2022, ma ville était occupée par les gens russes et c'est pour ça qu'on est parti. Et c'était toujours bombardé, c'était trop dangereux pour moi et pour ma famille, donc on a décidé de partir. Et maintenant, la partie des régions reste occupée par les gens russes parce que la guerre a commencé par nous, parce que nous on habite à côté des frontières avec Crimée, parce que le Crimée est occupé depuis 2014. Et donc la guerre depuis le premier jour, le 24 février, ça a commencé par nous. Je ne suis pas sûre qu'un jour que je peux revenir à la maison en Ukraine. Je ne suis pas sûre si ma maison va encore rester ou ce sera bombardée. Malheureusement, je ne sais pas. Et on est toujours reconnaissant pour tout ce que la France a fait pour nous, pour moi, pour ma famille, parce qu'on a eu beaucoup d'aides, beaucoup de soutien des gens.
Dieu merci, j'ai repris le hand. En Ukraine, j'ai joué en équipe professionnelle du hand. L'année dernière, j'ai joué en club de Sarreguemines. Et oui, c'était bien, c'était une bonne expérience. On est tous dans la même situation, on est tous partis à cause de la guerre, donc il faut soutenir nos gens. Et donc moi, j'essaie toujours de faire tout ce que je peux. Bonjour Natalia, merci d'être avec nous. On vous a vu dans le reportage aux côtés de votre fille. Alors j'entends de dire que vous êtes une famille de sportifs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé à vous intégrer en France? Bonjour, oui, mon famille elle est sportive. Je suis handballeuse. Je suis vice-championne en Europe. Mon mari il est lutteur, il est vice-championne au monde. Ma deux filles aussi, faire du sport, faire du hand. Marie apprend c'est internat sportif, c'est collège sportif. Et maintenant, ma deuxième fille, Sophia, elle apprend aussi études sportives au lycée Robert Schumann, au Metz. Et elle jouait au Metz, handball club au Metz. Vous êtes arrivé avec votre fille à Sarreguemines en 2022. Son intégration s'est faite de manière plutôt rapide, hein, on l'a bien compris dans le reportage. Le premier facteur d'intégration, justement, c'est l'emploi. Est-ce que vous avez réussi à trouver un job ici en France? Oui, je suis apprendre au langue français, aux courses langue français au Greta. Et après, j'ai préparé 3 stages. 2 stages, j'ai préparé au collège Jean Jaurès, comme surveillant, comme prof de EPS. 3e stage, j'ai préparé aux mairies au Sarreguemines pour les sports, c'est aussi administration. Et après, Madame Carme, c'est notre principale au collège Jean Jaurès, me propose pour le travailler au collège Jean Jaurès au assistant d'éducation. Et maintenant, 2e année, j'ai travaillé au cet collège, Jean Jaurès, à Sarreguemines, comme assistante d'éducation, surveillante. Et je suis très contente parce que c'est un bon travail pour moi, pour les intégrer. Mon collègue il est très gentil, il toujours m'a aidé, toujours expliqué beaucoup de mots parce que le français c'est très difficile pour nous, c'est vraiment différent langue, c'est alphabétique aussi différent et je suis très contente quand j'ai un peu intégré, un peu parce que je ne parlais pas français bien, mais j'ai toujours travaillé pour apprendre cette langue. On le voit en tout cas, vous parlez quand même plutôt bien français. Merci. Ah si, je vous assure. Vous étiez déjà assistante d'éducation en Ukraine ou c'est une reconversion au final quand vous êtes arrivée en France? Non, en Ukraine, j'ai travaillé pour les sports. Je suis directrice école sportive. Ici en France, c'est différent. Pour vous, c'est priorité, c'est club. En Ukraine, c'est école sportive, c'est collège sportif et j'ai travaillé pour les sports comme administration, principal adjoint pour notre internat au Kherson. C'est un établissement qui est spécialisé au sport et beaucoup de grands sportifs qui apprennent cet internat. Et je me tourne vers vous, Yulia. Parlons un petit peu de votre parcours. Comment vous êtes arrivée à Sarreguemines? Au début, quand je suis venue en France, je suis venue au Sarignon. J'habite là-bas, chez mon amie Astrid. Et après, j'ai déménagé au Sarreguemines. Vous êtes en France depuis combien de temps? Depuis que la guerre a commencé. C'est presque 3 ans. Et vous vous êtes senti soutenu et accueilli à votre arrivée en France. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu.
Non, j'ai reçu beaucoup les aides, beaucoup les gens qui m'aidaient. Et des associations qui sont venues vous donner, qui sont venues vous aider? Oui, oui, et merci beaucoup pour tout le monde qui m'aidait. Qu'est-ce que vous avez reçu comme aide? Comme aide, c'est très bien aide que mon ami Astrid, il m'a invité à habiter dans sa maison. C'est bon, c'est très bonne aide. J'habite avec mon fils chez elle 4 mois. Et comment ça se passe alors? Vous avez réussi à trouver un travail ici? Comment vous prenez des cours de français? Oui, j'ai pris cours de français chez Greta. Et après, j'ai fait stage ici. Et après, j'ai ouvert mon magasin Fleur Masarkemin. Et alors justement, comment se portent les affaires? Tout se passe bien. Et pas très difficile. Même qu'en Ukraine, avec tous les papiers administratifs, c'est tous les mêmes qu'en chez nous. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert votre magasin? Depuis 1er février, c'est presque 2 mois déjà. Et Julia a oublié de dire qu'elle continuait à apprendre le français par des cours particuliers. Oui, c'est ça. D'accord. C'est quoi les principaux obstacles, alors je me tourne aussi vers vous, auxquels vous avez dû faire face pour vous intégrer? Qu'est-ce qui a été le plus dur à votre arrivée en France? C'est très difficile, parce que quand on ne connaît pas, tu n'es pas compris qu'est-ce qu'elle dit. C'est vraiment difficile. Toi écoute, toi réfléchir, toi chercher quelques mots, quelques associations pour notre langue. Et c'est vraiment difficile. Pour moi, je suis fermée parce que c'est bloqué mon mémoire, c'est difficile et c'est stress. Pour nous, c'est stress. Mais après, un petit peu, nous un peu parler, un peu jouer au Club Sarreguemines, au Hand, et communiquer pour les gens, pour les filles. Et maintenant, c'est ça. On va s'intéresser un peu maintenant à l'aspect plus administratif. Au sein des pays de l'Union européenne, Dominique, les ressortissants ukrainiens bénéficient d'une autorisation temporaire de séjour. Vous, d'ailleurs, avec votre association, vous accompagnez les réfugiés dans ces démarches administratives. Combien de temps cette autorisation est-elle valable? Alors, peut-être un mot sur la difficulté justement de ces personnes qui sont déjà choquées de partir très rapidement. Bon, on imagine nos grands-parents qui à l'époque partaient en Charente, etc. Bah, c'est exactement la même situation. Alors, dans notre association, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait des personnes, comme de la vôtre je pense aussi, qui étaient déjà là depuis quelques années et qui parlaient plutôt l'allemand d'ailleurs, plutôt l'allemand et l'ukrainien. Et donc, elles ont pu faire l'interface entre donc l'ukrainien et la langue du pays. Ceci dit, là où c'était vraiment très difficile, et je crois que vous pouvez en témoigner aussi, c'était les personnes qui étaient isolées dans des villages, parce qu'elles n'avaient pas de moyens de transport, parce que le réseau associatif n'existait pas, ou quasiment pas, et donc souvent, j'ai l'exemple en tête d'une mère d'un petit village dans le pays de Bitche, qui, donc le maire MAIRE, donc voilà, la responsable du village, qui s'occupait complètement de cette famille, qui l'emmenait en voiture, etc. Parce qu'il n'y a pas de commerce, on ne peut pas acheter du pain, on peut pas. Pour les démarches administratives, justement, ça posait problème. Et alors, pour revenir du coup à ma question initiale, oui. Combien de temps l'autorisation temporaire de séjour dans les pays européens pour les réfugiés ukrainiens est-elle valable?
Alors, je ne sais pas. Vous savez pas? Non, je ne sais pas. Peut-être, voilà. Violeta. En fait, aujourd'hui, ils se retrouvent, les déplacés d'Ukraine, les victimes de la guerre, se retrouvent sous la protection d'une directive européenne qui a été activée en 2022, protection temporaire. De facto, c'est un statut assimilé réfugié, mais comme la majorité souhaite rentrer en Ukraine, donc ils n'ont pas quitté le pays pour vraiment quitter à jamais, on a fait attention aussi au terme de dire déplacés, donc temporaire, pas forcément réfugié à jamais. Et donc ça a été prolongé en mars 2025 pour encore une année. Initialement c'était 3 ans. Il y a une prolongation jusqu'à mars 2026. Et après, on verra s'il y a un cessez-le-feu qui s'installe et qui s'installe de façon durable, peut-être qu'il y aura des changements. Maintenant, d'un pays à l'autre, au sein de l'Union européenne, les pays ont la liberté, l'administration nationale, de l'appliquer cette directive un peu en adaptant. Donc certains pays donnaient tout de suite un titre de protection temporaire pour une année, renouvelable tous les ans. La France a fait le choix de faire un APS, une autorisation provisoire de séjour, pour 6 mois, renouvelable tous les 6 mois. On peut comprendre le pourquoi du comment. En même temps, c'est parfois compliqué parce qu'il faut revenir, il y a des fils. C'est compliqué aussi pour les agents des préfectures de recevoir tous ces flux et tout. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est la France s'est montrée exemplaire dans sa solidarité, autant sur le côté administratif que sur la société civile, les familles d'accueil, les associations aussi qui ont été très mobilisées. Et puis les déplacés ukrainiens ont montré une fois de plus, s'il y avait besoin, que l'Ukraine, de facto, c'est l'Europe, que cette histoire européenne remonte à la Anne de Kiev, princesse d'Ukraine, qui est devenue reine de France il y a plus de 10 siècles en arrière. Et qu'ils ont marqué aussi l'esprit par cette volonté, cette détermination et ce courage de s'intégrer. Vous dites intégration, insertion professionnelle, premier élément. J'ai envie de dire, attention, insertion linguistique, parce que la barrière linguistique, elle est très forte, comme disent ici les collègues. Et nous, on voit des jeunes, par exemple, moi je porte un programme franco-ukrainien à l'Université de Lorraine qui a reçu en 3 ans plus de 100 étudiants ukrainiens victimes de la guerre. Moi, je vois des jeunes qui font des progrès extraordinaires, qui en arrivant, par exemple, en 1er juillet, ne parlent pas un mot de français, et 10 mois plus tard, ils passent la certification extérieure d'ELF niveau B2 en faisant les meilleurs scores, en fait. Donc, on voit, et puis, encore une fois, si besoin était de démontrer que l'étranger, c'est pas forcément un danger, qu'ils sont pas là pour profiter du système, ils veulent tous travailler, ils suivent les cours, soit Greta, soit dans les associations. Nous, à Metz aussi, on a un club francophone au centre ukrainien avec des groupes de lundi jusqu'à samedi, parfois même le dimanche. On se retrouve pour faire des activités linguistiques en premier lieu. Et il y a la volonté de travailler. Donc, pour des métiers en tension, on est sollicité parfois, contacté par des entreprises qui nous disent on a du mal à recruter. Je leur dis venez vers nous, venez vers les associations, parce que les Ukrainiens aujourd'hui qui sont là depuis 6 mois, 1 an ou un peu plus, ils ont tous un niveau linguistique suffisant pour travailler dans des domaines où on considère métier en tension. Et puis aujourd'hui, ok, psychologiquement, il y a ce traumatisme. On a quitté le pays par la force, on a été forcé, c'était pas un choix voulu. C'est plus compliqué partir d'Ukraine, se retrouver en France, que quand à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, vous dites on partait à Charente, on parlait la même langue. Mais aujourd'hui, le plus, c'est qu'il y a la technologie. Mon grand-père ne parlait pas un mot de français. Ah oui, d'accord. Mais je veux dire, aujourd'hui, avec la technologie, on peut. Donc, j'ai envie de dire un message fort aux entreprises de la région. N'hésitez pas, venez vers nous, venez vers les associations. On peut vous aider aussi à... Et ça, c'est aussi une façon de faire de la solidarité, mais du point de vue de l'économie sociale et solidaire, en fait. Juste au niveau administratif, un petit détail quand même qui a son importance, c'est que par exemple, grâce à cette directive européenne, le permis de conduire des Ukrainiens a pu être reconnu. Et valable. Ils ont le droit d'étudier, de travailler. etc. Oui. Donc ça facilitait quand même grâce à l'Europe. Oui. Et comme c'est une directive, bon après elle a été adaptée effectivement selon les pays, mais c'est quand même une directive qui s'impose. De façon un peu pour généraliser dans cet état un peu de morosité des fois en France où on a des attaques un petit peu envers des étrangers lambda, j'ai l'impression que les Ukrainiens montrent un exemple d'une insertion
démonstration exemplaire. C'est qu'on montre qu'avec un peu de mesure et avec de l'accompagnement, on peut les aider à aller vers de l'emploi. Même des personnes qui ont un niveau d'études très très élevé, ils acceptent de rentrer par des métiers un petit peu plus proches du terrain, on va dire. Mais il y a un courage et une détermination. Et encore une fois, c'est sûr que, je dirais encore, cette solidarité exemplaire, l'administration a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et ça, il faut le dire aussi. Alors, il y a une grosse vague d'arrivées d'Ukrainiens au début de la guerre. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a toujours encore des nouveaux arrivants ? Oui, il y a des flux. On reçoit à l'association régulièrement des mails, soit de la préfecture, des fois qui nous informent encore sur les démarches, soit de la part des personnes qui arrivent. Et c'est vrai que les services sont un peu saturés aussi quand ils appellent le 115 et tout ça. Mais je veux dire, il y a des flux, il y a eu des va-et-vient parce que certains ont peut-être rejoint d'autres membres de la famille dans d'autres pays. Certains sont rentrés en Ukraine, d'autres ont dû quitter. Même si on est loin de la ligne de front d'ailleurs, au vu de l'état déplorable du système énergétique, vous pouvez vivre à Lviv ou à Tchernivtsi, qui est à la frontière avec la Roumanie, donc dans l'ouest, notre ville jumelée de Metz. Mais si vous habitez, je sais pas, au 5e étage et que vous n'avez pas de courant pendant 12 ou 14 heures dans la journée, et donc l'ascenseur ne marche pas, vous ne pouvez pas chauffer, vous n'avez pas de frigo correctement et tout, une maman avec 2 enfants en bas âge, elle se retrouve tout de suite en difficulté. Alors Dominique, pour poursuivre, on sait, il y a eu un grand élan de solidarité qui s'est mis en place justement au début de la guerre en Ukraine, lors de l'arrivée des premiers réfugiés. Est-ce que vous avez le sentiment que cette solidarité, elle est toujours active, aussi active qu'avant, à l'heure où on se parle, des 2 côtés de la frontière ? Alors oui, je voulais dire qu'aussi l'accueil était aussi remarquable du côté allemand que du côté français. On a eu l'occasion de travailler sur les 2 territoires, donc territoire transfrontalier, et du côté allemand aussi, ça a été... parce qu'il ne faut aussi pas oublier qu'en Allemagne, le nombre d'Ukrainiens accueillis était énorme. 10 fois plus. 10 fois plus qu'en France. Alors pour l'intégration, je voulais peut-être juste rajouter... Alors, en tant qu'association, on peut aider, mais ce n'est pas notre mission première. Nous, pour notre association. Donc, nous considérions qu'il fallait aider les personnes au quotidien, mais aussi favoriser l'échange culturel. Alors, parce que notre association, elle avait été fondée avant la guerre, et notre objectif, c'était entre Lviv, donc Lemberg en Allemagne et Lemberg en France, de créer des échanges culturels de jeunes, etc. Et c'était en septembre 2021 et en février, il y a eu la guerre. Donc on a dû changer effectivement, se consacrer à l'urgence. Alors, insertion culturelle, ça veut dire aussi prendre en considération la culture de l'autre. C'est pas, il ne faut pas se positionner en disant l'étranger n'a qu'à s'adapter au pays où il arrive et qu'il oublie tout ce qu'il était, etc. Non, on a par exemple fait des ateliers de cuisine où des femmes ukrainiennes cuisinaient et avec des femmes allemandes, avec des femmes. Bon, alors c'était essentiellement des femmes, il y avait quelques hommes, mais pas beaucoup, je dois avouer. Il y a eu des actions de couture, par exemple de tricot, où le club notamment de tricot de Saint-Louis a accueilli des réfugiés pour tricoter ensemble, pour les envoyer après les tricots du côté ukrainien. C'est toujours d'actualité ? Alors, l'actualité, c'est vrai, alors je reviens à votre dernière question, c'est vrai qu'actuellement, on sent, alors on a vendu des bougies l'année dernière à l'occasion du 23 février, et on sent un peu une lassitude. Alors, aussi bien chez les membres de l'association d'origine ukrainienne ou aux réfugiés, que du côté des membres français et allemands, et aussi de la population. Lassitude parce que ça dure, et c'est un peu la politique. Alors si on revient au premier point, la politique de Poutine, c'est bien de dire, voilà, la technique de je laisse tomber des gouttes d'eau doucement sur une pierre et j'attends que la pierre, à un moment donné, explose. Donc il a le temps, il n'a pas de contraintes, et donc on sent ce sentiment de lassitude. C'est pour ça qu'on a aussi, au niveau de l'association, on se dit maintenant, l'enjeu n'est plus entre nos mains. L'enjeu, c'est vraiment un enjeu politique. Alors, une décision qui est à prendre. Et donc, actuellement, battons-nous pour sensibiliser
la population, nos politiques, afin qu'ils prennent enfin la décision de se lancer à fond dans le soutien à l'Ukraine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de soutien, mais de continuer dans cette voie et de ne pas hésiter en pensant encore que peut-être que Poutine on pourrait négocier avec lui, etc. Merci pour votre éclairage. Pour compléter, les trois axes sont importants, et la formation, et l'intégration culturelle et les échanges culturels, et la solidarité et l'aide humanitaire. Oui. Et c'est vrai que pour contrecarrer un petit peu la lassitude, on est fatigué depuis 3 ans, mais les Ukrainiens sont peut-être plus fatigués, les soldats aussi qui tiennent le front. Et tant que l'Ukraine résiste et tient, la France et l'Europe, on a le temps de réfléchir, de réajuster, de construire enfin l'Europe de la défense, de se réarmer, et on gagne du temps. Donc tout ce temps-là, c'est du temps gagné. Par contre, effectivement, les associations doivent faire preuve de créativité. Par exemple, à Metz, nous avons créé une boutique solidaire avec des produits ukrainiens pour présenter aux Français et en disant: faites vos achats de Noël de façon solidaire, faites vos achats de Pâques, des cadeaux par exemple aussi de façon solidaire. Chaque action compte en fait. C'est vrai que c'est une question géopolitique, mais la géopolitique, elle est construite aussi par les actions des petits gens, et ça, les Ukrainiens sont vraiment le peuple qui ont réussi admirablement à nous prouver que quand le monde entier pensait que Kiev tombera en 3 jours, moi j'étais à l'époque en Afrique et je disais: c'est pas possible, Kiev ne va pas tomber, l'Ukraine ne va pas tomber. On me regardait avec beaucoup de pitié dans le regard, et effectivement 3 ans plus tard, cette armée de Poutine, qui vous pensez la première ou la deuxième du monde, elle grignote petit à petit des petits villages et tout ça, mais vous avez bien montré sur la carte où ils sont. Donc l'Ukraine résiste, et ça, c'est pas qu'une question géopolitique, c'est-à-dire le peuple compte aussi. Donc nous devons sensibiliser, et cette action et les échanges culturels ont aussi un rôle très important pour montrer que c'est une culture proche, que l'Ukraine c'est l'Europe, et qu'on doit tenir et on doit soutenir. On va accueillir, si vous voulez bien, dans un instant, un jeune réfugié ukrainien. Il s'appelle Arthur. Mais avant cela, je vous propose de revoir un reportage qui avait été réalisé par nos équipes en avril 2022. Son petit frère David est né à Sarreguemines, quelques jours seulement après l'arrivée de sa famille en France. Regardez. Né par césarienne le 5 avril à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, David est le nouvel arrivé de la fratrie. La maman Ludmila est une réfugiée ukrainienne. Elle a fui les bombes et a accouché quelques jours après son arrivée à Saralbe. Nous sommes contents d'être ici. Ici, il n'y a pas de problème, pas comme en Ukraine. La famille a quitté sa ville d'origine, Odessa, en Ukraine, pour rejoindre la France. Elle a fait un long voyage pour rejoindre la belle famille qui avait elle aussi fui la guerre et rejoint Saralbe depuis début mars. La municipalité met tout en place pour que les membres de la famille s'intègrent. Ils prennent des cours de français, les enfants vont à l'école et participent à la vie associative. Un élan de solidarité s'est mis en place suite à la naissance de David. La Croix-Rouge du secteur les aide en leur donnant des habits, et les habitants, eux aussi, se sont mobilisés. Quand les gens ont vu l'article du Républicain lorrain à propos de la naissance de David, ils sont tous venus à Saralbe pour me donner des habits pour lui. Le papa de David est resté en Ukraine. Il ne peut pas quitter le pays à cause de la loi martiale, il doit se battre et défendre son pays. Le Wi-Fi a été installé dans l'appartement pour que Ludmila puisse communiquer avec son mari quotidiennement. Dès que la guerre sera finie, la famille compte rentrer en Ukraine où la majorité de ses proches y vit toujours. Bonjour Arthur. On vient de voir les images de ton petit frère David dans le reportage. Alors toi, tu es scolarisé en 5e au collège de Saralbe. Tu as fui la guerre avec tes parents en 2022. La France a été votre terre d'accueil. Est-ce que ça a été dur d'apprendre le français ? Pour apprendre le français au début, c'était vraiment difficile du coup, vu que je savais vraiment pas parler français. Et après, j'étais avec ma cousine, je traînais dehors avec elle parce qu'elle, elle savait un peu parler français et en plus, elle savait parler anglais. Et moi, comme je savais pas parler anglais, du coup, je savais pas très bien. Pour ça, parfois, elle me traduit des choses et tout. Et après, quand j'étais allée à l'école, on m'a appris un peu du français. Et après, j'ai commencé à me trouver des amis. Et après, avec des amis, j'ai commencé à parler, beaucoup sortir dehors. Et après, en plus, avec des cours, j'ai commencé à apprendre le français. Et je pense même pas en 1 an, un truc comme ça, je savais déjà parler français. Et 1 an et peut-être quelques mois encore, je savais très bien articuler. Et après, je me suis trouvé des amis, je traînais encore plus dehors avec eux. Après mon club de foot, j'ai commencé à jouer au foot à Saralbe, j'ai encore plus appris. Et je suis en arrivée jusqu'à là. Maintenant, là, avec une langue presque parfaite.
On entend, effectivement, tu parles plutôt très bien français, en tout cas on te comprend très bien. Quitter ton pays, ça n'a pas dû être facile, on imagine. Comment toi tu l'as vécu? Raconte-nous un petit peu. Déjà c'était pas très facile, oui, parce que en plus c'était assez difficile parce que c'était à peine là, j'étais devenu un peu plus grand, je me suis habituée, je me suis dit là je vais essayer de faire quelque chose et après la guerre elle a commencé, du coup on devait absolument partir. Moi je pense dans ma famille j'étais la personne qui était la plus calme pendant la guerre, pendant que ça a commencé. Et après quand on était en train d'aller là en France, quand déjà on était parti de l'Ukraine, j'en étais sûre que là, c'est sûr que de base, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de grave qui va se passer parce que là, on est déjà sorti du pays, quoi. Et de base, on est déjà plus en danger. Et quand on était venu en France, au début, j'étais en train de stresser, je me sentais pas aussi à l'aise que ça. Mais après, quand j'ai rencontré des personnes incroyables comme ça, comme par exemple les gens de la mairie, comme des copains que j'ai rencontrés ici. En plus, comme il y avait ma cousine ici, ils m'ont assez aidée et j'étais devenue assez plus à l'aise avec eux. Et du coup, même pas en 1 an, 2 ans, je me suis assez habituée à eux. Et là, pour l'instant, il n'y a rien qui me dérange. Je suis vraiment bien dans ce pays-là, mais j'aimerais quand même bien y retourner chez moi. Tu aimerais retourner en Ukraine après la guerre? Quand ce sera terminé, tu dois faire ta vie en Ukraine? Ouais, quand ça va se terminer, j'aimerais bien quand même. Ouais. Qu'est-ce qui te manque en Ukraine? Déjà, qu'est-ce qui me manque, je pense, le plus, c'est quand même ma famille, mes potes, mes amis, mon ancien club et tout, un peu tout, quoi. Parce que je me suis déjà habituée à tout ce qu'il y avait là-bas. Et du coup, ça me manque quand même un peu, quoi. Quels membres de ta famille sont restés en Ukraine? En Ukraine, là, à ce moment-là, il y a ma grand-mère, mon grand-père et mon père qui sont restés là-bas. Et sinon, moi et le reste de ma famille, on est tous partis. Tu es toujours en contact avec eux, j'imagine, par téléphone? Vous vous appelez souvent? Comment ça se passe? Oui, par exemple hier, on s'est appelé, on a parlé, on se parle souvent, on parle comment est-ce que ça se passe chez eux, chez nous. Ma grand-mère, elle fait des changements dans la maison, peut-être elle met des trucs, elle déplace des choses dans la maison, parfois elle fait des murs, elle fait la peinture, elle fait des trucs comme ça. Elle nous envoie toujours tout. À la dernière fois, elle m'avait dit qu'elle était allée parler à mes anciennes amies. Est-ce qu'ils se souviennent toujours de moi et des trucs comme ça, et ils ont dit oui. On a même parlé un peu avec eux. Et voilà quoi. Merci beaucoup Arthur d'être venu nous parler de ton parcours. Une dernière question avant de se quitter, Yulia et Natalia. Est-ce que vous envisagez de retourner un jour en Ukraine ou au contraire vous souhaitez faire votre vie ici en France? Je ne connais pas comment c'est à la guerre finie. C'est une question difficile parce que nous habitons au Kherson et maintenant c'est cette ville toujours bombardée. Chaque jour c'est beaucoup de gens qui meurent et c'est vraiment triste parce que c'est horrible. Et je ne sais pas ma maison restée aujourd'hui ou demain. Et j'ai besoin de revenir où? À ma maison, ou autre maison, je ne sais pas. Parce que nous perdu petit village qui, en 2022, c'est barrage. Et c'est tout le monde beaucoup là. Et cette question est très très difficile pour moi, pour mon famille, parce que là-bas, au Kherson, pas de famille, rien qui attend de nous. Et maintenant, c'est pour les autres filles qui commençaient ici, qui préparaient à choisir. Et vous, Yulia, est-ce que vous voyez rester en France ou au contraire vous avez envie de retourner en Ukraine le jour où la guerre est terminée? Je sais pas, je suis mariée ici, avec un Français, et je vais rester en France.
Et je ne sais pas aussi comment ça se passe en Ukraine, parce que j'habite à Somme, c'est vraiment très proche à côté de la frontière avec la Russie. Vous ne savez pas trop vous projeter pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt, j'imagine? Et c'est trop tôt, oui. Pour le moment, c'est trop tôt. Du point de vue de la diaspora ukrainienne, par contre, on se projette très très bien parce qu'on sait qu'il faut tenir bon et exiger une paix juste en Ukraine. Ensuite, la Russie doit payer des réparations pour la reconstruction de l'Ukraine. Et ensuite, notre mission s'arrêtera quand l'Ukraine intégrera l'Union européenne. Donc, on a encore du pain sur la planche, des années de combat pour la cause ukrainienne. Et encore une fois, grand merci aux Français, à la société civile et aux politiques, aux leaders français et européens pour le fait d'avoir tenu la seule position possible. Il faut soutenir l'Ukraine, il faut soutenir encore plus maintenant et encore mieux pour défendre l'Europe et la paix en Europe. Eh bien, merci beaucoup à tous pour vos témoignages et pour avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Polygone.